Bon, ça va? Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait un podcast. Ça fait littéralement, je crois, depuis janvier, le dernier podcast, janvier ou février. Bref, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. Donc, il est temps de réparer cette grossière erreur. Donc, on y va, c'est parti pour un nouveau podcast Motion Life Teach. J'ai plein de choses à te raconter parce qu'il s'est passé plein de trucs. C'est moi, j'ai eu beaucoup de bilans à te faire, ça va être énorme, tu vas voir. Et voilà, on est parti, ça va être trop cool. Let's go! Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, déjà, j'espère que tu vas bien depuis le temps. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler. Déjà, je suis méga malade, donc si je renifle comme un gros dégueulasse pendant le podcast, sache que c'est pas contre toi. Mais malgré ça, j'ai quand même beaucoup de trucs à raconter, et malgré ma maladie, tu vas voir que ça va être intéressant. Déjà, on va faire petite chronologie de ce qui s'est passé durant les quelques derniers mois de mon côté. L'idée, c'est de te montrer un petit peu ce qu'on essaie de faire dans Motion Life Teach, ce qui va se passer avec le projet Space Warp que tu connais pas, je vais réexpliquer rapidement, et notamment ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on a mis en place avec l'école H3D2. Tu vas voir que c'est intéressant, et si tu es dans l'école, etc., tu sais déjà un petit peu, mais si tu es à l'extérieur, voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe en backstage, comme on dit, dans les coulisses, de comment on prend nos décisions. Enfin, c'est toujours un truc, moi, qui m'a intéressé quand j'écoute d'autres personnes faire des projets qui me plaisent, tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé par te partager ça. Et puis ensuite, tu vas voir, je vais pas te spoiler. Et après, j'ai deux, trois éléments d'information, d'éléments à te partager qui vont être vraiment cool, je pense, et qui vont être là spécifiques à toi, si en tout cas tu es intéressé par faire de la 3D et en vivre. Tu vas voir qu'il y a des trucs qui vont certainement te... Ah, tiens, j'avais pas vu des choses comme ça. Parce que moi aussi, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu des choses comme ça. Et ça change pas mal de choses. Donc, tu vas voir, ça va être très cool. C'est parti, on va faire le bilan rapide de ce qu'on est en train de mettre en place et de comment ça marche de l'autre côté. Et ensuite, je te balance cette info qui va tout changer. Alors, pour refaire un petit brief très rapide. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot. Bon, ça, c'était sur ce podcast, tu dois savoir. Mais globalement, aujourd'hui, tu me connais certainement via ma chaîne YouTube, qui est une chaîne de tutos sur de la 3D. Et ce que tu connais peut-être pas, c'est derrière les coulisses, on a deux gros éléments. Le plus gros aujourd'hui, qui prend 80% de mon temps, c'est ce que j'appelle l'école H3D2, qui est une école où on prend des élèves et on les amène jusqu'au show et puis jusqu'au travail. D'accord? Donc c'est une pédagogie assez particulière. Je peux en parler énormément sur son fonctionnement, c'est pas le lieu, mais voilà, juste savoir que c'est une école et que c'est moi qui la gère, ça suffira amplement pour ce que je vais t'expliquer ici. Et le deuxième projet que j'ai, qui prend beaucoup moins de temps et qui a été justement mis en pause, mais je vais en parler, c'est le projet Space Warp, dont j'ai parlé un petit peu en début d'année, si je me souviens bien. Et tu vas voir que là aussi, il y a eu pas mal de rebondissements et de décisions de notre côté qui vont impacter tout ça. Alors, on va commencer par l'école H3D2 parce que c'est où est-ce qu'il s'est passé le plus de choses, et c'est notamment la raison principale pour laquelle, par exemple, si tu l'as vu depuis quasiment février ou mai, je ne sors plus aucune vidéo YouTube, la chaîne YouTube est quasiment morte. En fait, c'est parce que la majorité de mon temps a été concentré sur l'école H3D2 et notamment sur deux choses très très importantes. La première, qui est la plus importante, c'est qu'en fait, avant, on avait dans l'école un système où les gens rentraient et faisaient des cours, etc. Et on avait des interventions extérieures, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des intervenants qui venaient une fois par mois, et d'ailleurs qui viennent toujours, c'est toujours le cas aujourd'hui, et qui expliquaient un petit peu leur métier, etc., pour aider les élèves à pouvoir avoir une vision de comment eux, ils ont réussi à rentrer dans l'industrie, et voilà, pourquoi pas se dire, peut-être que si je copie un petit peu ce que un tel a dit, et pour moi, ça peut fonctionner aussi. Mais c'était encore à l'époque moi qui gérais toutes les questions, tous les retours des élèves, tous les rendez-vous, et du coup ça devenait un petit peu tendu en termes de quantité de travail.
Et ça faisait un bout de temps que je réfléchissais à comment recruter des enseignants pour m'aider, mais j'ai eu toujours très peur de ça parce qu'en fait, j'ai vu ce qui s'est passé dans les écoles où moi j'ai enseigné, parce que j'ai l'école H3 mais j'ai aussi enseigné beaucoup dans des écoles extérieures. J'ai fait ça 3 ans, j'ai arrêté justement cette année parce que j'avais plus le temps de pouvoir le faire à côté. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le recrutement d'enseignants qui sont compétents et bons, c'est très difficile. Et j'ai vu notamment quand moi, j'ai été recruté en tant qu'enseignant, et c'était vraiment n'importe quoi. Alors tu vas me dire, est-ce que je suis en train de me dire que je suis un enseignant de merde? Ça, ce sera aux élèves que j'avais qui en jugeront. Mais par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que le critère pour me recruter, ça a été « Yo Romain, est-ce que tu es dispo pour faire des cours de 3D? Oui, quelle date? Ok, let's go ». Et ça veut dire que n'importe qui, en fait, aurait pu donner des cours de 3D. Et c'était même pas des gens en première année. Hein. J'ai enseigné, moi, des 3e, 4e et 5e années. Et il y a seulement là, cette année, où j'ai eu des premières années. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école où moi j'enseignais m'a recruté juste sur un coup de téléphone de 2 minutes pour enseigner à des 5e années. Ça me paraît très, très bancal parce que j'aurais pu être une grosse merde, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment le point principal. Et je pense que c'est aussi pour ça que de manière... Oh putain, je viens de bouger le micro comme un connard, ça a dû faire un boucan de ouf, excuse-moi. De manière parfaitement objective, il y a une quantité d'enseignants dans les écoles qui sont éclatés au sol, parce qu'en fait, ils ne sont pas recrutés comme des employés, en fait. Ils sont recrutés en mode « Hey, t'es dispo? Ok. » Mais attends, mais il faut quand même juger un petit peu et évaluer les compétences des gens avant de les recruter. Donc c'était ma grande peur, parce que j'avais peur de tomber dans ce même piège. J'avais peur en recrutant des enseignants dans l'école, de tomber dans ce piège de comment je fais pour être certain d'avoir des gens qui soient compétents. Et j'en ai parlé avec pas mal de gens, et notamment pas mal de gens qui ont aussi eu des écoles en 3, enfin pas des écoles en 3D, mais des écoles en ligne, et qui ont du coup ces mêmes problèmes-là. Et ces gens-là, ils m'ont dit 2 choses particulières qui m'ont intéressé. Ils m'ont dit, écoute, ce qui serait intéressant, en tout cas, ce qui a même fonctionné pour nous, c'est déjà, si tu as des élèves qui sont bons, et qui travaillent, et qui sont compétents, peut-être que tu peux leur proposer. Ça va peut-être les intéresser. Comme ils ont eu ta pédagogie et qu'ils savent comment fonctionne l'école, ce sera un bon morceau pour démarrer. Et en plus, comme tu les connais parce que tu les as formés, tu sais s'ils sont compétents ou pas. Je fais, putain, c'est vrai que c'est pas con ça. Et le deuxième point qu'on m'a dit, c'est l'idée de toute façon, en fait, tu peux pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans ton école et t'attendre à ce que ce soit un enseignant qui soit parfaitement compétent, comme ça, en claquant des doigts. Il va falloir que tu formes les gens. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Et du coup, le pari que j'ai dit, c'est que j'ai fait, ok, on va recruter des enseignants. Alors à la base, je voulais en recruter 2 et au final, tu vois que j'en ai recruté 4. Je vais t'expliquer pourquoi. Et on va les former une journée entière et on va leur laisser 1 mois de test où pendant 1 mois, je suis à leur côté et je réponds à leurs questions, etc. Et si au bout du mois, ça fonctionne, après, je les laisse un peu plus d'autonomie, on voit comment ça se passe. Donc, comment ça s'est passé? La période de recrutement a commencé mi-juin jusque fin juillet. On a reçu, je crois, plus de 100 CV, 100 propositions. Sur ces 100 propositions, on a fait genre une quarantaine de rendez-vous de présélection. Il faut savoir que j'ai une technique de recrutement qui est assez particulière, c'est que je filtre assez peu les premiers avis. C'est-à-dire que même un choix qui serait moyen, tu vois, par exemple, je vais le laisser passer. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup avoir la personne en face et j'aime beaucoup plus filtrer après. Par contre, je suis extrêmement sévère sur le filtre une fois qu'on a fait le rendez-vous avec la personne. Donc, 42, je crois, candidatures orales en visio. Dedans, du coup, il y avait des élèves. Et sur ces 42 rendez-vous en visio, j'ai présélectionné 4 personnes. D'accord? Donc, tu vois que c'est sévère, quand même, comme sélection. Mais en même temps, de toute façon, il fallait faire un choix. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'a pas été le cas où j'ai eu 4 personnes en mode « Ah, mais putain, mais... » comment choisir? Non, c'était 4 personnes. Pour moi, c'était les seuls qui avaient le niveau demandé. Les autres étaient très loin derrière. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a pas eu vraiment de questions que je me posais, en fait. Et c'est pour ça, au début, je me suis dit, je vais en prendre 2. Et j'avais 4 personnes qui étaient à un très bon niveau. Je me dis, bon, c'est un peu dommage de me couper de 2 personnes potentiellement super compétentes. Donc, allez, on prend les 4, on verra ce qui se passe. Donc, 4 personnes. Et ces 4 personnes-là, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai dit, voilà, on va se former pendant une journée entière. Donc, on a fait un dimanche entier. D'ailleurs, si vous écoutez
Donc Maxime, Maxime et Angela, si vous écoutez le podcast, hello hello. Donc pendant une journée du coup, on a fait, en gros, je les ai formés à comment allait fonctionner le système d'enseignement, ce qu'on avait créé en termes de process pour qu'ils puissent répondre aux questions des élèves, etc. Et aussi, je les ai formés sur des points sur la 3D qui pour moi étaient indispensables à connaître pour pouvoir expliquer correctement les choses aux étudiants. Qui d'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que cette journée de formation sur les points techniques a été aussi partagée aux élèves. Donc c'était élèves de l'école, tu sais ce que tu peux aller voir cette partie-là, un peu technique, un peu avancée, mais tu peux quand même aller la voir si ça t'intéresse, dans la partie mathématiques et théorie avancée de l'école. C'est la dernière théorie sur les cours. Dernier module, pardon. Bref, je divague un peu. Et donc on a fait cette journée de formation. Et ensuite, je leur ai dit, voilà, on va faire un premier mois de test. Et à ma grande surprise, ce premier mois s'est extrêmement bien passé. Pourquoi je dis à ma grande surprise? Parce qu'encore une fois, j'avais cette peur de me retrouver avec des gens incompétents. Parce que j'avais vu tellement d'exemples où c'est arrivé avant. Et à ma grande surprise, les 4 personnes que j'ai engagées sont extrêmement compétentes, donnent des réponses extrêmement pertinentes, souvent amènent des points dans leur retour aux élèves et des questionnements sur lesquels moi j'aurais même pas pensé et qui sont particulièrement pertinents. Bref, donc d'ailleurs hein, j'en profite, mais d'ailleurs je vais vous envoyer un mail dans pas très longtemps. Si vous m'écoutez du coup, Johan, Maxime, Johan et Angela, je suis hyper content de votre taf, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. Encore une fois, à chaque fois je check vos réponses au fur et à mesure et à chaque fois, là je sais même plus quoi dire tellement c'est vraiment nickel et tellement vous avez compris la pédagogie de l'école et puis à quel point en fait vos réponses sont de qualité et on voit que vous comprenez et que vous arrivez à vous mettre à la place de l'élève et que c'est vraiment bien, c'est du très bon boulot, que ce soit en termes de pédagogie ou en termes de compétences techniques, vous êtes géniaux, je vous remercie infiniment pour ça. Donc ça s'est très bien passé au final, je suis très content. Et du coup, ces 4 enseignants sont restés dans l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 4 enseignants en plus ont chacun un petit peu leur pôle d'expertise, tu vois. Et du coup, les élèves au final ont des réponses beaucoup plus rapidement, non, parce qu'il y a 4 personnes qui font que ça, alors qu'avant j'étais tout seul et j'avais d'autres trucs à faire. Et en plus de ça, on a des élèves qui sont beaucoup plus spécialisés dans des domaines que par exemple moi, parce que moi j'étais beaucoup plus généraliste, et du coup qui peuvent donner des réponses beaucoup plus pointues, beaucoup plus poussées. Donc je suis très content de ce côté-là. C'est vraiment excellent. Donc ça c'est le premier truc qui s'est passé. En fait il faut savoir qu'on pourrait pas croire, mais embaucher des gens en fait ça prend énormément de temps. Le processus de recrutement a pris beaucoup de temps. La mise en place du back-end, donc l'application back-end pour les enseignants pour pouvoir répondre aux questions a pris un temps colossal, beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs. L'intégrer en plus avec le système de plateforme de l'école, parce que on est passé d'un système où les élèves pouvaient juste me parler à moi, à un système où ils doivent pouvoir poser leurs questions de manière processée, avec des thèmes, etc., pour que les enseignants puissent les choisir, répondre, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. J'avais aussi un petit peu peur que les élèves soient déçus, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, je sais, qui se sont inscrits, notamment en début d'année, parce que sur la dernière rentrée, là, les enseignants étaient connus, donc c'était moins le cas, mais il y a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent parce qu'ils vont avoir mes retours et pas les retours de quelqu'un en général. Donc il y avait cette peur-là aussi, est-ce que les élèves vont bien le prendre, qu'on passe sur ce système-là d'enseignants, en sachant que je suis resté dispo et les élèves peuvent toujours me parler s'ils le souhaitent, mais en fait, ça serait bien passé et je vois qu'il y a énormément de gens qui du coup maintenant utilisent des questions pour les enseignants et ça va être très cool. Si jamais d'ailleurs vous avez des remarques par rapport à ça, les élèves, vous n'hésitez pas, je serais ravi d'y répondre et puis même de les prendre en compte si jamais il y a des choses qu'on peut améliorer dessus. Donc ça a été la première partie en fait de ce milieu d'année, hein. Ça a commencé mi-juin, on se posait vraiment la question en mai, le process a démarré mi-juin et on a terminé la validation des recrutements du coup le 31 août, parce que c'était la fin du mois d'août, le mois d'essai. Fin du mois d'essai, j'ai dit aux enseignants, écoutez, le taf est excellent, je vous garde. Et il y avait la rentrée de septembre qui démarrait, et justement, voilà, et ils ont fait un taf exceptionnel à la rentrée. Il y a eu en plus beaucoup de questions, ils ont géré ça comme des pros, donc c'était vraiment génial. Ça a été vraiment le premier point qu'on a mis en place pour l'école. Et du coup, pourquoi je t'en parle? C'est pas simplement parce que j'étais parti de et j'aimerais que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi, j'étais parti de cet a priori que parce que j'avais vu beaucoup d'enseignants incompétents, que j'aurais du mal à trouver des bons enseignants, mais en fait non, c'est assez faux dans le sens où si tu filtres les gens sur des critères très spécifiques, en fait naturellement les gens qui restent, c'est les gens qui correspondent à ce que tu cherches et qui sont compétents, donc c'était vraiment bien. Et je pense aussi que du coup pour les gens parmi vous qui sont intéressés par non pas seulement être artiste mais peut-être pouvoir être lead plus tard et gérer des gens, sache en fait que si tu formes les gens en fait, et que tu les formes bien, en tout cas tu les formes le mieux que tu peux, les gens vont faire en fait ce que tu leur demandes, hein, si tu leur demandes pas des trucs complètement aberrants. Et en fait c'est cool, et ça, je m'en suis rendu compte ici et je suis très content d'eux.
Et encore une fois, du coup, Maxime, Johan et Angela, je vous remercie infiniment pour le taf que vous effectuez. C'est d'une très très bonne qualité, vous êtes super efficace et je sais de source sûre que les élèves sont très très contents de vos réponses. Donc merci infiniment pour eux et pour moi. Donc ça c'était la première remarque dont je voulais en parler parce que c'est un point important, parce que c'était quelque chose qui me trottait en tête depuis bien un an et demi, et à chaque fois je me trouvais cette excuse. Je suis content qu'on l'ait fait, et je pense que l'école est bien mieux maintenant, avec ces 4 nouveaux enseignants, que ce soit pour les retours, mais aussi pour que les élèves aient des points de vue différents du mien. C'est toujours intéressant d'avoir une pluralité de points de vue quand tu es en apprentissage. Tu veux éviter d'être un truc monolithique. Et je crois que c'était un petit peu un défaut de l'école jusqu'à maintenant. La majorité des retours que les élèves avaient, c'était de moi. Alors il y avait aussi les intervenants qui venaient chaque semaine pour peut-être des avis un petit peu différents. Mais voilà, la majorité des questions, c'était moi qui y répondais. Et donc évidemment, même si je faisais tout pour que les avis soient les moins tranchés possibles, forcément tu as quand même du coup un avis d'une seule personne. Du coup, tu vas avoir un mode d'apprentissage qui va être relativement monolithique, ce qui n'est pas forcément idéal, surtout quand tu veux des réponses à des questions, parce que quand tu apprends, quand tu t'apprends au fur et à mesure des cours, tu veux avoir un process et une pédagogie qui est unique et monolithique, parce que tu veux pas avoir un avis qui se contredit toutes les 2 secondes. Au contraire, tu veux un petit peu rentrer dans un chemin qu'on t'a tracé pour toi, même s'il y en a plein d'autres, tu en veux choisir un juste et avancer. Mais par contre, quand tu commences à te poser des questions, à remettre en question ce qu'on t'a dit dans les cours, ce qui est normal et c'est ce qu'il faut faire, c'est bien là, à ce moment-là, d'avoir des gens qui te donnent des avis plus ou moins différents, pour que tu puisses toi dire « Ah ouais, je comprends pourquoi lui pense comme ça, pourquoi cette personne-là réfléchit comme ça, et je comprends du coup telle contrainte. » Ça te permet d'avoir une compréhension bien plus profonde du domaine, et de comprendre aussi pourquoi des gens peuvent avoir des process différents, et de comprendre aussi que des process différents peuvent tout aussi bien fonctionner. D'accord ? Et tu peux tout simplement choisir un process qui te plaît plus, pas pour une raison ou une autre, que ce soit une raison parce que ça te paraît pratique, parce que tu préfères la personne qui te l'a dit, pour n'importe quoi en fait, on s'en fout. Mais ça c'est bien, et c'était quelque chose je pense qui manquait un petit peu à l'école. Je suis très content que ce soit en place, et en plus je suis très content du boulot effectué par nos enseignants. Donc voilà, tu peux leur mettre un énorme pouce dans les commentaires si tu arrives jusque là. Pourquoi je te parle de ça ? En fait je te parle de ça parce que il fallait déjà expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé sur les 6 derniers mois, mais aussi parce qu'il y a un truc qui est en train d'arriver là. Enfin, c'est pas en train d'arriver en fait, ça fait plus d'1 an que je l'entends. C'est que l'industrie de la 3D aujourd'hui est absolument éclatée. Elle est au point mort, tu vois. Plus rien qui marche. Plus personne n'embauche. C'est la catastrophe. Et du coup, je me dis, putain, c'est non, en fait, comme l'industrie est morte, je vais pas réussir à trouver d'enseignants. Et déjà, ce qui m'étonne, c'est la facilité avec laquelle j'ai trouvé mes enseignants. Et le nombre de gens qui étaient intéressés par être recrutés, tu vois. Donc bon, pour une industrie morte, déjà, je trouve pas mal. Là, tu pourrais dire, bah oui, c'est normal. En fait, il y a plein de gens sur le marché qui cherchent du travail, mais il y a personne qui embauche. Et là, j'aimerais dire, tu sais quoi, non, en fait. Parce que... Et après, je vais te backuper ça avec des chiffres beaucoup plus concrets, mais je vais commencer par mon expérience perso sur les enseignants. J'ai eu, je te dis, 43 personnes, donc 100 personnes qui ont laissé leur CV et leur showreel, et 43 personnes avec qui j'ai fait une candidature. Je te l'ai dit, les 4 personnes que j'ai prises, c'est pas les 4 personnes qui sont passées de justesse. C'était les 4 personnes qui faisaient partie des 5% pour le qui, où moi je disais, ok, on est bon, mais tous les autres, ils étaient pas genre à 6%. Ils étaient catastrophiquement en dessous. Il y avait, je dirais, 90 personnes qui étaient... je dirais que tous les gens déjà qui n'ont pas passé l'entretien, ils étaient... c'était même pas à regarder, en fait. Hein. Il y en a qui n'avaient même pas mis de showreel, ou leur showreel, c'était du niveau d'un gars qui faisait la 3D depuis 2 mois. Enfin, c'était vraiment catastrophique, donc on n'en parle même pas, tu vois. C'est même pas des gens sur le marché. Et les 43, moins les 4 personnes que j'ai prises, donc du coup, les 39 personnes restantes, c'était des gens qui étaient ou bons techniquement, mais avec une pédagogie complètement allumée. Et quand je dis complètement allumé, ça veut dire que, j'ai eu par exemple des gens qui étaient enseignants dans d'autres écoles et qui avaient un système de pensée sur leur philosophie de pédagogie qui n'était pas... qu'on ne pouvait pas remettre en question. Évidemment, c'est pas possible. D'ailleurs, chaque école a sa pédagogie. Si un enseignant n'est pas prêt à remettre sa pédagogie en question pour s'intégrer dans une école avec une certaine pédagogie, ça peut pas marcher. En tout cas, moi, dans l'école où je travaillais, ça marcherait pas, ça passerait pas. La majorité des éléments et toutes les sélections qu'on fait sur des décisions sont en premier point pour être en accord avec notre pédagogie. Si la personne n'est pas prête à remettre en question sa pédagogie, ça va pas le faire déjà. Donc il y avait ça, quelques-uns, genre 2-3 personnes comme ça, et le reste, techniquement, c'était nul. Et c'est ça le truc que je veux dire, c'était pas... Allez, ça peut le faire. Non. C'était astronomiquement... Alors, je vais pas dire catastrophique, mais c'était mauvais. C'était pas bon. Et je suis pas en train de dire que les images qu'ils avaient faites, elles étaient belles. Il y avait des images très belles, il y avait des showreels très bons, mais
moi, la compétence que j'évaluais quand j'enseignais les gens, c'était leur capacité à m'expliquer quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Pendant l'entretien, j'avais posé des questions toutes bêtes en disant voilà, je suis un élève. Je mettais un petit peu le contexte, je suis un élève qui vient de démarrer de 1 mois. J'ai regardé tel cours. Et j'ai vu dans un cours qu'il fallait pas faire des polygones de plus de 4 côtés. Et j'ai pas compris pourquoi. Et je lui disais, est-ce que tu peux m'expliquer? Et bah, la réponse à cette question, il y en avait d'autres, hein, mais cette question et les autres, la plupart du temps, les gens ne savaient pas répondre en fait. C'est même pas. Ils avaient une idée vague. Non, ils savaient pas répondre. Ou ils disaient, genre, ou ils inventaient juste. Ou ils répétaient un truc qu'on leur avait dit, qu'ils avaient jamais pris la peine d'aller comprendre et qui était complètement faux. Ou alors, ils s'embourbaient dans un espèce de monologue qui voulait plus rien dire. Bref, en termes de compétences pédagogiques, c'était catastrophique. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'au final, quand je regarde du coup le pool qui m'a été présenté en termes de candidats, bah, le niveau attendu de pédagogie, pour moi, n'était pas si élevé que ça. Et du coup, j'ai pas l'impression que ce soit une question de marché mort. Quand je vois ça, c'est plutôt une question de... Bah, moi, tout ce que je demandais, d'avoir des candidats qui étaient bons techniquement. Et quand je dis bon techniquement, je parle pas bon en 3D ici. Hein. Je parle bon en 3D et en explication. Le fait de pouvoir expliquer un concept de manière claire, précise et simple. D'accord. Mais en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens bons techniquement vont avoir tendance à expliquer des concepts avec des mots compliqués ou en tout cas du jargon technique et sans vraiment les comprendre. Parce qu'en fait, pour eux, c'est quasiment de l'instinct. Et ça, bah, évidemment, pour un élève qui débute, c'est catastrophique. Tu vois. Si, imaginons, tu es un élève qui débute et je te dis ah bah oui, évidemment, là, ta texture, elle est stretchée, c'est normal, c'est parce que t'as pas unwrap tes UV. Bah, si t'es un élève qui débute, t'as rien compris à ce que je viens de dire là. Il y a un mot sur 3, c'est du franguet de mes couilles, et l'autre reste, c'est des mots techniques que j'ai certainement pas encore vus. Tu vois? Et beaucoup de gens, en fait, c'était ça, le problème. Beaucoup de gens, enfin, allez, 10 peut-être, même pas, 7. Et le reste, c'était juste là, le niveau était pas bon, l'explication était même pas bonne, elle était même pas bien expliquée, c'était juste faux, l'information donnée était faux, du type, bah oui, il faut faire des quads, parce que sinon le rendu ça marche pas, ce genre de truc, hein, et j'exagère pas. Ah bon, quand tu triangles un perso, quand tu fais ton rendu ça marche pas? Lol. Donc, et ça, donc c'est le premier point, donc sur mon expérience personnelle, tu vois, moi j'ai pas du tout eu l'impression que le marché était mort, j'ai plutôt eu l'impression que moi j'étais en manque cruel de personnes vraiment compétentes. Mais, comme tu le sais, peut-être que tu le sais pas, je te le dis, se baser sur une expérience personnelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ton expérience, elle peut être exceptionnelle. Elle n'est pas forcément en règle et en cohérence avec le marché, puisque tu peux être une anomalie statistique. Donc, j'ai fait un truc intéressant. Ce qui est intéressant en plus, c'est que je l'ai fait pas pour ça, c'était pour une recherche dans l'école, rien à voir. Mais au final, ça m'a bien servi et ça va bien nous servir pour ce podcast-là, je vais te montrer. Alors en gros, je t'explique. Je vais reprendre les nombres sous les yeux et je te mettrai le lien d'ailleurs dans l'épisode si tu veux aller checker par toi-même. Parce que, encore une fois, moi c'est une idée qui me dérange beaucoup, cette idée de, bah voilà, en ce moment l'industrie de l'animation 3D et des effets spéciaux elle est éclatée, et comme elle est éclatée, c'est très difficile de trouver un travail, elle est amorphe, etc. Pourquoi c'est une idée qui me dérange? Bah évidemment, moi mon métier c'est de former des gens, s'il n'y a plus personne qui embauche les gens que je forme, c'est un problème, c'est assez mathématique, si les gens ont peur de pas trouver de travail en sortant de ces métiers, les gens ne vont plus se former, et évidemment... mathématiquement parlant, pour moi, c'est pas bon, d'accord? Mais au-delà de ça, il y avait un autre truc qui je trouvais bizarre, c'est que quand moi, je parlais avec les intervenants qui passaient dans l'école, tu vois, on a un intervenant qui passe dans l'école, et du coup, moi, souvent, je les recrute au début d'année, donc c'est souvent en août, septembre que je fais ça. Donc j'en vois quasiment 2-3 par semaine pendant 4-5 semaines pour faire toute l'année qui suit. Et à chaque fois que je parlais avec eux, j'avais jamais, ou très peu de fois, cette idée de leur part. Donc les gens de l'industrie n'avaient pas beaucoup cette image-là. Et c'est ça que je comprenais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une dissonance entre les gens qui travaillent dans l'industrie et les gens qui n'y sont pas encore. Et ça m'embêtait parce que quand c'est un truc comme ça, c'est un peu difficile de voir le vrai du faux, tu vois, ce qui se passe avant. Mais je suis tombé sur un truc hyper intéressant qui m'a en fait répondu à cette question-là. Et ça, je suis très content. Alors, je te retrouve ça. Où est-ce qu'il est ce truc? Alors, je te dis ça et je retrouve plus mon machin. Stat market, voilà. Alors en fait, il y a une étude qui a été faite. Et je sais pas comment. Après, voilà. Donc, comme je connais pas le process qui a été effectué pour mettre l'étude en place, tu prends ça avec tes pincettes quand même, tu fais pas n'importe quoi. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée. Donc, c'est pas un truc qui s'appelle Audien, je crois. C'est un truc qui fait des. C'est une association qui fait des comment dire. Des études statistiques sur la manière dont se portent les marchés dans l'audiovisuel de divertissement et l'art en général. T'iras voir si ça t'intéresse. Moi, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les résultats qu'ils donnent. Donc voilà,
à prendre évidemment des pincettes. Si évidemment Audien c'est des gros cons qui savent pas faire leur taf, bon bah ça a du sens de pas faire attention à ce qu'ils disent, mais bon en tout cas moi ça m'a l'air assez sérieux, donc je vais pas remettre ça plus longtemps en question, mais si t'as envie d'y aller, vas-y. Hop, alors, donc Audien, ils nous font un truc intéressant, et en fait ils ont fait un truc trop cool, c'est qu'ils ont regardé simplement le nombre de nouveaux métiers, enfin, alors ils ont fait un truc, ils ont regardé la quantité de métiers, enfin en France, donc de gens qui travaillent dans l'industrie, donc c'est l'industrie de l'animation 3D, par an, et ils ont comparé ça à la quantité de nouveaux, donc ce qu'ils appellent les primo-accédants. Les primo-accédants, en fait, c'est les gens qui démarrent leur premier métier. Donc, en gros, les gens qui sortent d'école et qui trouvent un taf. Attention, les primo-accédants, c'est pas les gens qui sortent d'école. C'est les gens qui sortent d'école et qui trouvent un taf. Ça prend pas en compte dans cette catégorie-là les gens qui sortent d'école et qui trouvent pas de taf. Donc, attention à ça quand même. Il y a ce biais-là, je pense, qui est très important à avoir en tête parce que ça peut donner des chiffres totalement différents. Bien, je pense, du simple au double. Mais c'est quand même intéressant à voir. Alors, je te retrouve ça. Donc, le premier truc qu'on va regarder déjà, c'est déjà notamment juste la quantité de métiers dans l'industrie. D'accord, sur la partie des années en fait passées jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors voilà. Par exemple, un truc intéressant, tu vois, moi qui m'intéresse particulièrement, tu vois, c'est que on dit tous et tout le monde que c'est la catastrophe. Les métiers, enfin l'industrie est en train de mourir, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes les chiffres, tu vois, si je prends du coup les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, en fait, toutes les années sauf 2023, et je vais revenir pourquoi, en fait, l'effectif a augmenté. Donc c'est-à-dire qu'en 2019, on était à 6 000... Alors je vais prendre à chaque fois les dates en janvier, mais sur le graphe, si tu iras voir, tu as le graphe sur toute l'année. Mais on était à 6 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie en France. En 2020, on était à 6 500, voire 6 500 là. 2021, pareil, 6 500, mais on arrive à la fin d'année 7 000. En 2022, on est à 8 000. Je vais t'expliquer après pourquoi une telle augmentation en 2022, tu t'en doutes peut-être. Et en 2023, on est à 8 300, d'accord. Donc, on a une augmentation qui est, alors je ne vais pas dire constante parce qu'il y a carrément un gap entre 2021 et 2022, mais je vais y venir. Mais en tout cas, il y a une augmentation. Donc, premier point, quand les gens disent il y a de moins en moins de boulot dans l'industrie, c'est faux. Point barre, en France, il y a de plus en plus de travail. C'est pas constant, mais il y a de plus en plus de travail. Donc arrêtez de dire n'importe quoi déjà. Là-dessus, ça c'est particulièrement, absolument faux. Il y a quand même une petite exception, je vais y venir, mais par contre, si tu regardes juste sur les 4 dernières années, en fait, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc voilà. J'avais un truc aussi qui était intéressant sur comment ça revenait un peu plus loin. Mais malheureusement, c'est un peu triste parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Un truc intéressant aussi, c'est... Alors, malheureusement, j'ai pas les chiffres en nombre... Si, j'ai les chiffres en nombre de salariés, parfait. Tu vois, par exemple, là, j'ai les chiffres qui a remonté entre 2004 et 2022. Donc, je vois vraiment la différence, tu vois. Et par exemple, en 2004, tu vois... On était, donc il y avait 2668 intermittents, 511 CDI, et CDD on voit pas. Moi j'imagine que ça doit être la somme des deux. Pareil, je te laisserai aller voir. Non, ça va pas être la somme des deux. Bon, peu importe. Donc en gros, on est à peu près à 3000 personnes. Donc 2004, 3000 personnes, tu vois. 2022, donc 9500. 9500, même 10 000. Oui, du coup, on l'a vu tout à l'heure, on avait les chiffres. Donc, tu vois aussi à quel point, là, en 10 ans, 2004-2022, ça fait 2014, 18 ans, pardon. En 18 ans, on a une augmentation, en fait, où la quantité de gens qui travaillent dans cette industrie a fait x5 quand même. Donc, faut pas non plus déconner. Et tu regardes, je te laisse regarder les courbes encore une fois sur l'étude, tu verras, c'est encore en train d'augmenter. Donc, il n'y a pas moins de métiers. D'accord. Alors, à ce moment-là, du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi, s'il n'y a pas moins de métiers, les gens ont cette impression que le marché est en train de ralentir, que le travail... Alors, il y a deux choses pour moi. Le premier point, c'est la partie Covid. J'en ai déjà parlé pendant le live de la porte ouverte en septembre, mais je vais développer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé à ce moment-là et qui prennent du coup ça pour un événement qui est constant alors qu'en fait c'est un élément qui est exceptionnel. Et j'explique. En gros, ce qui s'est passé. 2021, tu t'en souviens peut-être, certainement, il s'est passé un truc tout bête. Confinement. D'accord ? Et qu'est-ce que font les gens en confinement ? Eh bien, les gens en confinement, ils regardent la télé. Ils jouent à des jeux vidéo. Bref, ils font des trucs pour pas s'emmerder, qui ne sont pas allés dehors. Et du coup, il y a eu une demande. Donc, c'était, si je dis pas de bêtises, on était confiné en mai et en septembre, si je me souviens bien. En septembre, c'est couvre-feu, mais peu importe. Et du coup, pendant ces périodes-là, il y a eu une demande forte des acteurs principaux des productions de contenu audiovisuel divertissant. Parce qu'ils se sont dit, putain, il y a plein de gens qui sont
dehors, là, c'est le moyen, c'est le moment pour aller rattraper des clients qui sont pas encore, par exemple, sur Netflix, Disney+, machin, qui n'ont pas encore notre jeu, etc. Donc, il y a eu une très forte demande de production sur ces acteurs-là. Et ces acteurs-là, pour faire face à cette demande et pour pouvoir surfer sur cette vague, parce que pour eux, c'était une vague qui était très positive, ils ont embauché beaucoup de monde. Alors, quand j'ai embauché beaucoup de monde, attention, c'est indirect. C'est-à-dire que, tu vas voir, je vais prendre l'exemple de Netflix. Tu prends Netflix qui se retrouve dans le socle juin-octobre en 2021 et qui se dit putain, il y a une demande de ouf, donc il va falloir qu'on fasse plus de contenu. Donc on crée du coup des projets, que ce soit films, séries. Et ces projets vont amener des clients à s'inscrire sur la plateforme, donc on va essayer d'attraper un peu de part de marché là-dessus. Mais pour faire ça, bah, évidemment, c'est pas Netflix qui crée tout en fait, ils vont aller engager des boîtes de production et des studios. Alors souvent, Netflix maintenant, ils produisent leurs propres films, mais il faut quand même aller chercher des studios, c'est pas eux qui ont embauché directement les artistes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande qui s'est transférée sur la création, sur les différents studios de création qui existaient dans le monde. Donc par exemple, Paris et la France en question, ça fonctionne aussi. Et c'est du coup les studios qui avaient d'un coup plus de travail, plus de demandes, plus de projets à faire, et du coup qui se sont mis à embaucher plus, parce qu'ils se sont dit, bah voilà, si demain tu fais un film par an et tu te retrouves à en faire 2, bah il te faut plus d'effectifs, normal. Et là, on a eu du coup une demande, enfin un effectif qui a croît, parce que plus de demandes, plus de propositions d'embauche, donc plus d'embauche. Et là, c'est un truc tout bête, c'est que c'est intéressant parce qu'on voit que pendant le 2021, au début de l'année 2021, on est à 6400 à peu près personnes. 7000, pardon. 6900, quoi. Et en fin 2021, on est quasiment à 8000. Et on voit vraiment qu'il y a eu une explosion de l'embauche, du coup. Et on le voit bien, c'est quasiment calé, quoi. Mai, juin, juillet. Et septembre, octobre, novembre, ça a explosé, quoi. On est vraiment passé, les ponts sont font là, tu vois. Et c'est intéressant, ça veut dire que là, on s'est retrouvé avec un élément qui était exceptionnel, qui était le Covid, où c'est la première fois qu'on se retrouvait enfermés chez nous à, entre guillemets, devoir regarder des films. Et bah, forcément, la demande est là, donc les gens embauchent, et du coup, tu vas avoir une situation exceptionnelle où en fait, tu as beaucoup plus d'embauches que d'habitude, quasiment 20% de plus. Hein. Je rappelle, au début d'année, en 2021, donc avant le Covid, on est à 6900 postes. En fin d'année, on est à quasiment 8000. Donc, ça veut dire plus 900 postes en un an, plus 1000 postes en un an, alors qu'avant, quand tu regardes 2019-2020, la différence, c'est 500. Donc, on a quasiment eu le double, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah, ça veut dire que, naturellement, le marché va un petit peu s'inverser, où tu as une demande des acteurs principaux, donc là, on va mettre les studios, qui croient, et parce qu'il n'y a pas eu, en 2021, il n'y a pas eu plus d'étudiants qui sont sortis sur le marché, donc, évidemment, plus de gens embauchés. Et là, en fait, on pourrait dire, ah ben, pour nous, en tant que si tu as envie de travailler dans la 3D et que tu as envie de vivre, c'est une très bonne nouvelle. Mais oui, mais c'est une bonne nouvelle si tu es en 2021. Parce que ce qui se passe, évidemment, en 2022, la tendance ne s'inverse pas. La tendance continue. Elle ralentit, mais elle continue. On passe de 8000 à 8500. Donc on commence à revenir sur des dynamiques qui sont cohérentes. D'accord ? En 2023, on est toujours à 8500. Mais là, il se passe un truc étonnant. En 2023, la quantité d'embauche diminue un petit peu. Alors je dis vraiment un petit peu parce que qu'on soit clair, alors j'ai pas les dates de fin de 2023, mais tu vois là en septembre 2023, donc là aujourd'hui on est en 2024, hein, donc c'est un an plus tard. Malheureusement j'ai pas encore les dates là-dessus, c'est toujours le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir des dates qui sont vraiment très très récentes. Mais bon, ce qui est intéressant tu vois en 2023, c'est quand je vois la courbe, elle est quasiment parallèle à 2022 et en septembre on est à 8000, tu vois, donc on est passé de 8500 à 8000, donc ça baisse pas non plus hyper vite. Pourquoi ça baisse en 2023 ? Bah en fait, c'est assez facile à comprendre. En fait, il y a une correction naturelle qui se fait, c'est que bah, tu as une demande et une réaction qui était corrélée à la situation exceptionnelle de 2021. Et en 2023, bah, tout simplement, les gens n'étaient plus enfermés chez eux. Et en fait, le basculement, en fait, c'est l'effet domino de la surembauche 2021 en fait, qui se rattrape. D'accord ? On a embauché trop de gens, on a de moins en moins de production à faire, donc on licencie des gens. C'est relativement logique, hein, c'est de l'économie pure. Hein. Si tu as une demande qui diminue, alors tu as moins de gens à embaucher, tout simplement. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a moins de postes en général, c'est juste que ce qui se passe en fait en 2023 et en début 2024, c'est simplement... Alors en 2024, je fais des prédictions parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, moi j'ai jusqu'à septembre 2023 là. Mais ce qui se passe simplement, c'est que bah, y a une correction en retard qui arrive suite à ce suremploi qui a eu lieu en 2021.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant, l'été, les gens le vont dehors. Ils ne regardent pas des films sur Netflix parce que les gens sont pas confinés chez eux. Donc c'est assez bête, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment c'est un événement qui est exceptionnel. Il faut surtout pas commencer à prendre ça et à avoir ça comme une constance. Et en plus, c'est un deuxième élément exceptionnel à ce moment-là, c'est la grève des auteurs et des acteurs aux États-Unis, qui ont ralenti les productions, du coup, en tournage, et donc qui ont retardé les productions d'effets spéciaux et de création numérique en général. Et donc, naturellement, si ta production ralentit, pendant que ta production ralentit, tu peux pas faire d'argent. Si tu peux pas faire d'argent, tu licencies les gens. Donc, c'est un peu le même principe, tu vois. Donc, mais ce sont des éléments et des événements qui sont exceptionnels. Et si ces éléments sont exceptionnels, ça veut dire que c'est dangereux et qu'il faut surtout pas commencer à en faire une généralité. C'est y a de grandes chances que ça ne soit pas du tout le cas tout le temps. Et les gens qui disaient on est dans un milieu compliqué, il n'y a plus personne qui embauche, la catastrophe, ta race. Je veux dire, en 2023, ça reste quand même l'année où il y a eu le plus d'embauches après 2022. Enfin, je veux dire, 2021, 2020, 2019, on est largement en dessous. Il y a un écart bien plus important entre 2021 et 2023 qu'entre 2022 et 2023. Donc bien faire attention à ça et pas dire n'importe quoi. Les métiers sont toujours là, d'accord ? Malgré cette petite correction. Mais ça ne répond pas à la question des gens qui arrivent sur le marché du travail. Parce que pour l'instant, là, on parle seulement des gens qui travaillent. Donc ça prend en compte tout le monde. Les gens qui sont là depuis très longtemps, les gens qui démarrent, etc. Et on pourrait se dire, s'il y a un licenciement massif, on va dégager en fait principalement les gens qui sont débutants, les gens qui viennent d'arriver sur le marché, et du coup pour ces gens-là ça va être extrêmement difficile d'arriver sur le marché. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement ? Laisse-moi retrouver mon petit graphique et je vais te dire, parce que c'est aussi pareil, assez intéressant ce qui se passe. Non, c'est pas ça. Voilà. Par exemple, un truc intéressant ici. Alors attends, non. Pardon, c'est pas ça, ça veut rien dire ça. C'est pas le chiffre qui m'intéressait. Ah, on y est. Les primo entrants dans le secteur. Alors, si ça t'intéresse, ça c'est la page 23, si tu veux aller voir. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on voit un petit peu... Alors ça, c'est dommage parce que j'ai pas... J'ai pas la 2023 non plus, j'ai que 2022. Dommage. Attends, mais j'ai que ça là ? Non, je veux les effectifs globaux, monsieur. Blablabla. Où est-ce que j'avais trouvé ces données ? Ah, j'ai pas mon petit graphique. Non, j'ai pas mon petit graphique. Je n'ai que les chiffres bruts. C'est pas grave, on va faire avec. Je n'ai que les chiffres bruts. Effectifs. Ok. Donc, ici, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que j'ai le nombre de primo-entrants, d'accord, donc de gens qui entrent pour la première fois sur le marché du travail par an, de 2005 à 2022, d'accord. Et là, c'est vraiment, vraiment très intéressant ce qui se passe. Regarde, en 2005, c'est complètement délirant. En 2005, on avait 1699 personnes qui rentraient sur le marché. En 2005, on avait 1699 personnes qui rentraient sur le marché. C'est délirant, hein, parce qu'en 2005, je sais pas si tu te rappelles, mais genre, il y avait 2000 personnes, quoi. Je vais aller revoir les chiffres. Pareil, tu pourras vérifier de ton côté. Mais en 2005, il y avait 2600 personnes. Donc en gros, c'est-à-dire que quasiment tous les gens qui arrivaient sur le marché, c'était des nouveaux, quoi. Et c'était pour montrer à quel point c'était des métiers qui étaient ultra jeunes à l'époque, en fait. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que le nombre de personnes, au fur et à mesure des années, est vraiment quasiment constant. Regarde. 2699 personnes en 2005, 1369, donc ça baisse de 20% en 2006, 1491 en 2008, 1514, donc toujours autour de 1500, tu vois, 1000 personnes en 2009, pas une bonne année en 2009, 995 personnes en 2010, alors là, en 2010, franchement, c'était vraiment l'enfer, là, c'était galère de trouver du taf à l'époque, pourtant j'ai jamais entendu qu'il y avait une crise des métiers, tu vois, de l'industrie audiovisuelle en 2010, tu vois, et pourtant il faut croire. 1200, bon, je vais pas te faire le tableau, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2019, on est à 1610, 2020, 1169, 2021, 1815, notamment dû au Covid, et 2022, 1789. Donc on est sur des chiffres en fait qui sont parfaitement constants. Donc encore une fois, on n'a pas de baisse de recrutement dans le secteur sur les primo-accédants. Alors malheureusement, ma plus grande déception, je n'ai pas les chiffres de 2023-2024, mais je serais quand même très étonné de voir que ces chiffres tombent genre à 500, tu vois. Est-ce qu'on peut... Bon, on va peut-être l'avoir, attends, regarde. Tu sais quoi ? Primo-entrant, secteur animation 3D, 2023. Tac, on va regarder, primo-entrant. Donc... Tac.
2023. Est-ce qu'on va avoir l'info? Alors après, j'ai toujours le problème quand je vois des chiffres qui viennent d'articles d'école, j'ai toujours peur que ce soit un petit peu biaisé. C'est bien d'avoir des trucs un petit peu qui soient blablabla. Ouais, là, pareil, je suis en train de lire le CNC, c'est de l'énorme branlette, il n'y a pas un chiffre. Tout le monde dit oh, quel dynamisme. Mes couilles en fait. Donne-moi des chiffres. Ah, j'ai une étude par contre, ça c'est bien. Ouais, bon, une étude du CNC, ça vaut peut-être pas des milliers des cents, mais on va voir ce que c'est. Alors. Ouais, pas de chiffres. Ah. Ouais, c'est plutôt une étude là, sur les produits finaux, les thunes que ça a rapporté, etc. Mais pas vraiment une étude sur les produits. Bon, le temps que je trouve l'info, tu peux avancer le podcast, évidemment, toi. Ouais, je pense qu'on n'aura pas, malheureusement. Je me renseignerai quand même, j'essaie de voir si j'arrive à trouver l'info sur les... Oh, si, on a quelque chose. Financement provisoire, ça reste du financement, c'est toujours ça le problème moi, qui m'embête. C'est pas ça qui m'embête, moi je veux les noms de gens. Ouais, bon, je te mettrai. Bah, tu m'as remarqué, marché d'animation CNC, tu vas trouver l'étude sur laquelle je suis si jamais tu veux creuser. Mais beaucoup de chiffres, mais c'est plutôt. On voit que c'est plutôt sur les budgets de prod et la réception des produits finaux qui sont les films et les séries, plutôt que sur les gens qui travaillent. Donc c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas le. Ah, emploi. Attends, j'ai un dit. Et ouais, non, mais voilà, encore une fois, là, l'emploi, c'est seulement sur 2022. J'ai pas la version 2023. Donc, non, j'ai pas d'infos. Donc, je pense que c'est juste que les chiffres ont pas été encore, sont pas encore sortis, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'un peu de temps avec les chiffres, t'es toujours un petit peu obligé de te rapatrier sur une année un petit peu en baisse. Ah bah là, j'ai le graphique avec les chiffres en 2024. Ça m'intéresse bien. Tac. Ah yes, nickel, cool. Alors, par exemple, tu vois là, si on prend les chiffres en 2024, ce qui est intéressant, on voit que, tu vois, fin 2023, bah voilà, fin 2023, on était arrivé à peu près au niveau de fin 2021. Et voilà, et du coup, début 2024, on reprend au début de fin 2021, donc en gros à 7700 emplois. Donc on voit bien du coup cette correction du marché, tu vois, on arrive à la fin du marché 2021 qui en fait, bah voilà, c'était le surplus en fait qui était là, je veux dire en trop, mais c'est ça en fait, hein, que ça veut dire. Tu avais trop de personnes par rapport à la demande parce qu'en fait on avait un événement exceptionnel, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc à voir comment ça va, comment cette courbe va continuer. Malheureusement, ouais, je n'ai que encore une fois. Là, j'ai janvier 2024 là. Encore, je pense que c'est plutôt le décembre 2023 que j'ai en fait, parce que je vois que c'est exactement le même chiffre. Donc voilà, on n'aura pas malheureusement plus d'infos en tant que tel. Mais c'est pas très très grave. Tout ça pour te montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors, pourquoi je prends ça en tête? Bah parce que c'est très important, très très important quand tu te formes sur un domaine comme ça, de ne pas partir sur le principe que le marché dans lequel tu as bossé est en train de tomber. Parce que c'est clair et net, là c'est vraiment prendre un fusil à pompe et te tirer une balle dans le pied. Si tu considères que le marché dans lequel tu pars est catastrophique et que tu ne trouveras pas de boulot à cause de ça, bah, je peux te garantir un truc, tu ne trouveras pas de boulot. Et tu te diras que c'est à cause de ça. Simplement parce que ce sera tout le temps la première excuse quand tu te feras refouler en fait. Ah bah oui, c'est normal, le marché n'est pas en expansion ou je sais pas quoi, mes couilles. Alors, on l'a vu, en effet, il y a cette petite correction de la sur-embauche de 2021. Est-ce que ça veut dire que on n'embauche plus personne? Bah non, ça veut pas dire qu'on embauche plus personne. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que la concurrence est un petit peu plus rude? Oui, certainement. Puisque, évidemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens qui auraient logiquement pas dû être embauchés en 2021 ont été embauchés parce qu'il y avait une surdemande due à la situation exceptionnelle. Et du coup, bah, ces gens-là, maintenant, sont sur le marché et tu vas être en concurrence avec eux. Normal. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut être un petit peu meilleur qu'avant? Oui. Si on fait la corrélation, en effet, ça veut dire qu'il faut être un petit peu meilleur qu'avant. Est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que je sais que tu as dans ton fort entier, en ton fort intérieur, pardon, l'envie d'être excellent dans le domaine. Donc, c'est pas un souci, d'accord? Donc, bien avoir ça en tête.
faites vraiment attention à ce qu'on dit là-dessus. C'est très facile de tomber dans le piège de ah bah oui, le marché est nul, du coup c'est la catastrophe. Sur une dynamique qui est moyenne-long terme, donc sur 5 ans, le marché n'a jamais autant augmenté, ça augmente de manière exponentielle. J'avais regardé aussi les chiffres sur le mondial, c'est encore plus vrai d'ailleurs. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour vous faire embaucher, n'hésitez pas à aller à l'étranger notamment. J'étais très très intrigué de voir que par exemple le Japon a un effectif de gens qui animent absolument délirant. Donc le Japon, si vous aimez bien la culture, je sais que ça embauche beaucoup. Après, je sais aussi que les Japonais sont pas hyper fans des étrangers, mais ça peut toujours valoir le coup. Et dans tous les cas, en fait, quand tu prends les effectifs mondiaux, il y a encore largement de la place, et c'est un domaine qui va croître encore pendant beaucoup de temps, puisqu'il y a toujours autant de demandes, si ce n'est plus, de création audiovisuelle. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a toujours des séries, il y a toujours des saisons à faire, il y a toujours des effets spéciaux. Ce serait très con de penser qu'il y a demain et toutes les productions s'arrêtent. Il faut vraiment un petit peu bien avoir ça en tête et reposer les faits et les chiffres quand vous posez ces questions-là, plutôt que d'essayer de surfer sur les mauvaises nouvelles qui peuvent sortir et qui font toujours un peu de buzz, parce que malheureusement, ça ne fait que vous desservir. Et justement, c'est mon troisième point, et c'était un petit peu l'idée et l'info que je voulais vous partager aujourd'hui. Maintenant qu'on a parlé un petit peu, bon, c'était un peu barbant, on a parlé chiffres, etc. Je sais que c'est pas le truc le plus fun du monde, mais je pense que c'est quand même important de savoir analyser ce genre de choses. Je vous laisserai vraiment l'étude en source, parce qu'il y a plein d'autres choses très intéressantes, notamment la répartition des différents métiers dans l'industrie, qui est super intéressante, parce que tu verras qu'il y a des domaines qui sont largement plus saturés que d'autres, et du coup ça peut peut-être te donner des idées. Et au-delà de ça, je pense que c'est bien avoir ça en tête, et de pas seulement baser ses opinions et ses pensées sur des on-dit. Et justement, en parlant de baser ses opinions et ses pensées, il y a un danger particulièrement important que je vois passer de temps en temps, et là j'y pense parce que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé notamment avec un élève, je me souviens. C'est très dangereux de se faire une opinion sur un on-dit, d'autant plus que cette opinion est négative. Et quand je dis négative, ça veut pas dire qu'elle est fausse, mais ça veut dire qu'elle est négative. Je te donne un exemple très concret. Imaginons que tu te fais l'opinion que le marché aujourd'hui de l'industrie de l'audiovisuel, de la 3D et des effets spéciaux est mort, ça n'embauche plus, c'est difficile, blablabla, mes couilles. Si tu te fais cette opinion-là, en fait, tu te mets naturellement dans l'état d'esprit que, peu importe ce qui va se passer derrière, de toute façon, ce ne sera pas de ta faute. Parce que de toute façon, le marché est en régression. Donc, forcément, il n'y a aucune raison que tu sois embauché. Et là, le problème avec ça, c'est que tu te rends bien compte du souci qui va se passer. C'est que peu importe ce que tu feras, tu pourras toujours te donner ces excuses. Et du coup, à quoi bon ? Et en fait, c'est ça le danger, c'est quand tu as une idée en tête, et en plus, cette idée peut être vraie, c'est pas le problème. Mais si elle te fait dégringoler dans une mentalité de à quoi bon, alors là, c'est la catastrophe, parce que à quoi bon ? Oui, à quoi bon du coup ? Pourquoi t'emmerder ? Autant aller te branler sur Netflix toute la journée, et puis c'est tout. Je veux dire, pourquoi tu te formes là ? Puis même pourquoi tu écoutes ce podcast ? À quoi bon ? Si au final, le marché est en régression et t'as aucune chance, tu vois ? Ça peut très très vite dégringoler dans ce domaine-là, et ça, en fait, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est extrêmement dangereux ? Parce que en fait, c'est le meilleur moment, en fait, où tu vas te dire, j'abandonne, ça vaut pas le coup, c'est trop galère, à quoi bon ? D'accord ? Et donc là, moi, j'aimerais te donner une idée et un conseil que j'utilise. J'essaie d'utiliser au maximum, c'est pas forcément évident, mais j'essaie d'utiliser au maximum. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux, j'ai même pas de chiffres pour savoir si ça fonctionne vraiment. Moi, je trouve que ça a bien fonctionné pour moi, mais ça reste plutôt un retour d'expérience que un fait qui est non un fait vérifiable. D'ailleurs, je te partagerai une vidéo à la fin d'un mec qui s'appelle Verastium, peut-être que tu connais, un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a fait justement une vidéo là-dessus, et que j'ai trouvé très intéressante parce que ça partageait exactement l'espèce de conflit mental que j'avais sur la question. Je te l'explique. En gros, dans la vie, si tu prends d'une manière très terre à terre, ce qui t'arrive et ce qui fait que tu peux évoluer sur certains points, en fait, est vraiment quasiment tout le temps aléatoire, tu vois. Tu peux pas choisir tes parents, tu peux pas choisir où est-ce que t'es né, tu peux pas choisir l'époque à laquelle t'es né, tu choisis certainement pas l'école, ou en tout cas les premières écoles dans lesquelles tu vas, tu choisis pas les enseignants que t'as et les rencontres que tu vas faire dans ta classe, et pourtant, tous ces éléments-là, ces différentes étapes, ces différentes rencontres, elles vont un petit peu te sculpter, tu vois, elles vont sculpter ton esprit, elles vont sculpter tes opinions, ta manière de réfléchir, etc. Et
ça, tu contrôles pas vraiment, tu vois. Et du coup, quand tu réfléchis à ça, tu te dis putain, en fait, je contrôle quasiment rien en fait sur ma vie. Et tu pourrais te dire qu'en fait tout est aléatoire et que bon bah voilà, c'est comme ça. Et quand tu y réfléchis, franchement, factuellement, c'est difficile de contredire cette affirmation. Et d'où mon idée. Je vais te donner un retour. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre. Aujourd'hui j'ai 27 ans, tu vois, pour une idée, quand j'avais genre, je sais pas, 17-18, jusque peut-être 21, tu vois, j'étais persuadé d'un truc, d'une idée vraiment fondamentale. Même plus que 21, même plutôt 21 jusque 23 même. Fondamentale. C'est que mon regard vers la vie était totalement à l'opposé de l'idée que je viens de te donner. C'est-à-dire que je pensais que j'étais 100% responsable de ce qui m'arrivait. Je pensais que toutes les actions que je mettais en place et tous les résultats que j'avais étaient 100% de ma responsabilité, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je pensais que j'avais le pouvoir de limite tordre la réalité à mon bon vouloir pour arriver où est-ce que j'avais envie, tu vois. C'est exprimé avec des images, voilà. Alors, ça veut pas dire que j'étais en train d'enculer les gens, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que je me disais toujours, si je me donne les moyens d'arriver, j'arriverai. En fait, c'est ça vraiment l'idée que j'avais en tête. Si je me donne les moyens, j'arriverai. Et en regardant maintenant cette idée avec du recul, j'ai beau la prendre sous tous les angles que tu veux, tu vois, elle me paraît factuellement fausse, tu vois. Il n'y a rien à faire, genre absolument pas. Il y a plein de moments où tu peux mettre tous les moyens que tu veux. Je veux dire, si t'es à Auschwitz, tu peux mettre tous les moyens que tu veux. Il y a 99% de probabilité que tu crèves en fait. Je prends un exemple extrême, mais c'est pour montrer que parfois l'environnement, et même souvent l'environnement et la chance et les circonstances que tu peux pas contrôler vont avoir le dernier mot largement sur ce que tu peux faire ou pas. Et là, je réfléchis à ça et je me dis putain, mais c'est problématique parce que j'ai quand même cette envie de croire que je peux faire quelque chose de ma vie, tu vois, sinon quel intérêt, encore une fois, on retombe dans le à quoi bon, tu vois. Et là, je suis tombé sur cette idée, alors c'était pas la vidéo de Veracitium, mais en tout cas, tu iras voir la vidéo de Veracitium, je crois que ça s'appelle le... Ah putain, je crois que c'est Lego dans le succès, ou le chemin du succès, je vais la retrouver. Veracitium, je te la mettrai aussi en description de cet épisode. En fait, le truc qu'il avait bien compris et que moi j'avais du mal à capter, c'est que en fait c'est pas aussi simple. Ça peut pas être l'un ou l'autre. Et moi j'avais pas compris le délire de ça en fait. Je pensais que c'était l'un ou l'autre en fait. Je me disais ok, ou tu contrôles tout ou tu contrôles rien. Mais ah putain, c'est incroyable. Je vais te retrouver la vidéo pour être sûr que je ne sais pas de conneries parce que même juste le titre en fait il te dit tout. Je l'ai retrouvé. Ça s'appelle Is Success Luck or Hard Work? Donc, est-ce que le succès, c'est de la pure chance ou est-ce que c'est du travail dur? Et ce qui est trop intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est que, à la fin, la conclusion de la vidéo, c'est que, factuellement, ça a l'air d'être plutôt de la chance. Mais les gens les plus chanceux, c'est ceux qui tous travaillaient le plus et qui pensent, justement, qu'ils ont réussi grâce à leur travail dur et à leurs compétences. Et du coup, c'est marrant parce que là, en fait, je me suis dit, mais putain, ça veut dire que tu peux choisir de penser et de croire à quelque chose qui est différent des faits et que ça te serve quand même. Alors je vais répéter cette phrase parce que moi quand je me suis dit j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer et pourtant elle a eu des conséquences sur les décisions que j'ai prises qui étaient monstrueuses. Tu peux choisir de croire à quelque chose que tu sais factuellement faux et que ça soit quand même bénéfique pour toi. Encore une fois, on le voit ici. Là, si on regarde factuellement, la chance a l'air d'être... Enfin, le succès a l'air d'être dû à la chance. Mais tous les gens qui ont eu du succès, quand on leur pose la question, ils pensent que ça vient de 100% d'eux et de leur travail dur, hard work, je sais pas comment traduire ça, en fait, c'est ça. Ça veut dire que si tu choisis de penser ça, au final, t'augmentes tes probabilités de faire partie des gens qui arrivent en gros à transformer leurs idées en quelque chose de palpable et de réel. Et je pense que ça a du sens parce que, en fait, même si la majorité des éléments autour de nous sont dus à la chance et à des circonstances qui se juxtaposent, tu vois, il y a quand même des choses que si tu te dis à chaque fois que tu fais un truc à quoi bon, tu feras rien, tu vois. Et ça, j'en suis persuadé. Il y a quand même des choses où quand tu fais une action, tu vas forcément induire une réaction, aussi petite soit-elle, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça, cet esprit-là, en fait, il te permet de mettre en place des actions. Et du coup, de créer une réaction. Et c'est ça qui te donne un petit peu plus de chance
de y arriver. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important. Parce que si tu penses que la chance est simplement... Enfin, que le fait de pouvoir réaliser tes rêves soit simplement dû à la chance, quel intérêt de se former ? Quel est même l'intérêt d'aller à l'école quand t'es petit, d'apprendre à lire, tu vois ? À quoi bon ? Si c'est juste de la chance, t'as qu'à juste rester planté là comme un connard et attendre que ça fasse, tu vois. Et la vérité, c'est que pourtant, je pense que tu dis à n'importe qui si dès que tu nais jusqu'à ta mort, on te laisse dans un lit et on te démerde, on te dit rien, bon bah le bébé il est mal barré, tu vois, ça va devenir un animal. Donc, et ça, tout le monde est d'accord avec ça, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que accepter le fait que, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de toi, que tu contrôles pas, mais non, c'est pas parce que tu contrôles pas tout que c'est mort. Au contraire, je pense que tu peux biaiser tes probabilités vers toi, tu vois. Je pense que tu peux tirer un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, les circonstances qui sont autour de toi, créer des actions, provoquer des réactions qui sont justement bénéfiques pour ton avenir, et continuer à la suite. Un exemple de ça, c'est genre te former dans n'importe quelle compétence sur ce que tu veux faire. Devenir ingénieur, bah t'apprends à devenir ingénieur. Genre tu veux devenir ingénieur en fusée, bah peut-être que apprendre comment fonctionne une fusée, ça peut déjà être un bon départ. Est-ce que ça veut dire que tu seras ingénieur à SpaceX ? Non. Mais déjà, tu es un peu plus proche de l'objectif, tu vois ce que je veux dire ? Bah pour la 3D ici, c'est pareil. Peu importe la gueule du marché qui soit en récession, voilà, c'est ça le terme que je supporte pas entendre, qui sont en récession ou je sais pas quoi, peu importe ça, si tu te formes pas, si tu comprends et t'as pas plus de connaissances sur le sujet, bah tu maximises tes chances que ça fonctionne pas. Alors qu'à l'inverse, si tu te rapproches le plus possible de ton objectif, en te formant, en rentrant dans des communautés qui travaillent déjà, en te rapprochant et psychologiquement et physiquement parlant de où est-ce que ça se passe. Donc psychologiquement, ça peut être sur des forums, etc. Pareil, des gens qui te bossent, etc. Physiquement, ça peut être juste, par exemple, déménager à Paris, tu vois. Ou dans un pays étranger où il y a beaucoup d'effets spéciaux et de studios. Ça peut être plein de choses. Plus tu vas faire ça, de manière répétée, plus tu vas réussir à provoquer des petites réactions autour de toi qui vont avoir un impact potentiel sur ton avenir, le fait que tu puisses vivre de ta passion. C'est pas hyper positif parce que la majorité du reste quand même à la chance. Tu vois, demain tu peux te prendre un bus et ce sera tout pour rien. Mais c'est quoi l'autre solution ? Encore une fois, c'est de te dire à quoi bon et de passer ta vie devant la télé comme un con et de te sentir comme une merde. Bon, bah après, si tu penses que c'est le cas, ok, fais-le, mais pourquoi t'écoutes ce podcast ? Tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Tu peux déjà aller sur Netflix, t'as pas besoin d'écouter un gars t'apprendre la vie si tu sais déjà qu'en fait, il n'y a plus d'espoir, tu vois. Si tu sais déjà que tout est fait à la chance, machin, on s'en fout, tu vois. Va regarder Netflix, va regarder le contenu et les effets spéciaux faits par d'autres personnes, puisque de toute façon, ça sera tout le temps inatteignable, parce que, à quoi bon ? Et tu vois, en fait, et je pense que tout le monde est prêt à être d'accord avec ça, que si tout le monde sur Terre se disait à quoi bon et arrêtait de faire tout, ou ne faisait plus rien, il n'y a plus rien qui tournerait et plus rien ne fonctionnerait. Donc c'est bien là qu'on voit qu'en fait, il y a quand même cette idée que les actions que tu mets, que tu crées dans ton environnement, vont provoquer des réactions. Et ces réactions, si elles sont en accord avec l'action que tu as fait avant, ou alors que plutôt ton action a du sens par rapport à ton environnement, et tu l'as bien compris, les réactions vont être bénéfiques, toi, personnellement. Voilà l'idée que je voulais te partager aujourd'hui. Et je pense que c'est une idée importante parce que je trouve qu'il y a de plus en plus ça dans les personnes avec qui je parle, que ce soit les gens qui candidatent pour l'école, les gens avec qui je parle même régulièrement par mail, parce que j'aime bien régulièrement répondre aux gens qui m'envoient des questions, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup, de plus en plus, je trouvais qu'il y avait moins ça avant, cette idée de à quoi bon, tu vois. À quoi bon de se former, parce que de toute façon, l'IA va trop vite et on n'aura plus de métier plus tard. À quoi bon me former à un métier qui, de toute façon, est voué à disparaître parce que, j'en sais rien, à la crise climatique et tu mets n'importe quelle excuse de toute façon derrière. À quoi bon me former, parce que de toute façon, tout est dû à la chance et moi, je suis pas né dedans, et là, tu mets l'excuse que tu veux, la bonne famille, le bon truc, j'ai pas eu l'argent pour faire une école classique, peu importe. À quoi bon ? Et même, j'ai même parfois des trucs complètement différents. Tu dis, à quoi bon me former alors que le logiciel est super dur et j'y arriverai jamais, j'ai jamais été moins informatique, tu vois. C'est quand tu te retrouves dans cette situation-là, dans cet état d'esprit-là, bah voilà, en fait, tu tombes dans le à quoi bon, et le à quoi bon, bah tu l'as vu tu vois, je pense naturellement, en extrapolant un tout petit peu, où est-ce que ça mène. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Si tu l'es pas d'ailleurs, tu peux me le dire. Mais c'est assez simple de se rendre compte que si tu te dis à quoi bon pour toutes tes décisions de la vie,
bah tu finis comme une loque, quoi. Enfin, il n'y a pas, y a pas 36 solutions, je veux dire. Tu pourrais même te dire, bah à quoi bon manger, au final ça sert à rien. De toute façon, on est tous foutus. Et puis tu manges pas, puis tu meurs. Je veux dire, ah oui, c'est fou. Et évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir cette idée-là. Et je pense que cet état d'esprit est de plus en plus présent. Malheureusement, alors j'espère que je me trompe, parce que c'est quand même difficile de faire des statistiques là-dessus, mais bon, je pense qu'il y a une grosse corrélation entre cet état d'esprit de à quoi bon, etc. et bah, le fait que tu sois malheureux. Hein. Quand tu te dis à quoi bon sur tout ce que tu fais, bah, forcément t'es pas très heureux. Et bah, quand tu regardes le taux de dépression en France, notamment chez les jeunes en ce moment, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie, c'est jamais été aussi élevé. Je pense qu'il y a une grosse partie qui vient de ça. Je pense que ça c'est dangereux parce que c'est un petit peu. Sur le moment, c'est la solution de facilité parce que ça t'évite de faire un effort qui est de sortir de ta zone de confort et de commencer à te bouger le cul. Mais à long terme, en fait, je pense que ça te détruit parce que bah, de toute façon, je pense qu'il faut t'imaginer. Imagine-toi un an, tous les jours, en disant à quoi bon, juste devant Netflix ou à jouer à World of Warcraft, tu vois. Je te dis, imagine-toi, sinon tu le fais déjà. Bah, si tu l'as déjà fait, tu sais à quel point à la fin de ça, tu te sens comme une énorme merde. Et si tu l'as pas fait, bah, je te le dis, tu te sens comme une énorme merde à la fin. Et ça, c'est pas bon parce que ce soit déjà à l'échelle individuelle, bah, se sentir comme une énorme merde, c'est pas ce que t'en penses, mais c'est pas ouf. Mais aussi à l'échelle même macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle d'une société entière, tu vois. Bah, si tout le monde se met à faire ça, en fait, plus rien ne tourne. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui sort. Et même là, du coup, tu vas te retrouver avec un système en particulier. C'est si la majorité des gens se mettent dans un système de à quoi bon, il y aura plus de contenu qui sera produit pour que ces gens en mode à quoi bon puissent consommer. Du coup, ils vont juste s'ennuyer. Et, évidemment. Alors peut-être qu'en s'ennuyant, d'ailleurs, les gens vont se remettre à faire des trucs. Je sais aussi que l'ennui, c'est un catalyseur de choses intéressantes, mais peu importe, ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Mais en tout cas, voilà, la conclusion de ça, c'est que j'aurais tendance à te conseiller de faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour éviter l'excuse de à quoi bon. Parce que je pense que c'est ça qui va te tuer à petit feu. Le à quoi bon, je pense que c'est ça qui tue aujourd'hui beaucoup de personnes à petit feu. Et on pourrait dire, ah, les jeunes, les machins et tout, c'est fou. Moi, j'ai rencontré des gens de tous les âges et tous les âges ont ce problème. J'ai rencontré des gens de 50 ans qui m'ont dit à quoi bon. J'ai rencontré des gens de 15 ans qui m'ont dit à quoi bon. Et j'ai rencontré des gens de 70 ans qui m'ont dit à quoi bon. Et là, j'étais en mode, ouais, bah, tu peux peut-être crever parce qu'au final, 70 ans, il ne reste plus grand chose à faire. Si déjà t'es à quoi bon, pourquoi on s'emmerde avec toi? Ah, c'est cruel, je sais, c'est cruel. Mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité. Pourquoi on devrait. Enfin, pourquoi tu veux. Parce que c'est ça le pire en fait. C'est quand tu te mets dans cette mentalité de à quoi bon, pourquoi les gens autour de toi ils vivraient avec toi en fait? Je veux dire, est-ce que tu trouves ça intéressant de vivre avec quelqu'un qui à chaque fois que tu dis un truc, qui te dit ouais, à quoi bon? Genre, je veux dire, sans déconner, c'est un enfer en fait. C'est la ligne droite vers la dépression en fait. Donc, c'est ça qui est le pire en fait. C'est qu'en plus de te créer toi un environnement qui sera le plus catastrophique possible pour ton avenir, tu vas en plus du coup ou tirer les gens avec toi dans ton gouffre, ou alors les repousser. J'espère pour eux que tu les repousseras, comme ça ils tomberont pas avec toi. Mais du coup, sinon tu peux choisir de pas être une merde et te dire ok, en fait, peut-être que je peux me poser la question de comment je peux influencer le peu de pouvoir que j'ai sur mon environnement, même si c'est peu en fait, parce que c'est mieux que rien. Parce que c'est la seule possibilité que t'as en fait. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. C'est ça où être une merde et te sentir comme une merde. Ça peut avoir le coup d'essayer et tu verras bien. Et au pire, tu rates, c'est pas grave, tu vois. Il vaut mieux essayer et rater, tu verras, tu te sentiras mieux, même si tu te sentiras pas bien parce que tu auras raté, que d'avoir rien fait en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que d'ailleurs, cette idée, elle est dans énormément d'histoires, tu vois, qu'on se raconte, tu vois. Il y a un truc qu'on me disait beaucoup quand j'étais gamin, et d'ailleurs, je pense que cette histoire, elle transpose bien cette idée. C'est les trucs de merde du genre, oui, il faut toujours viser la lune, et comme ça, peut-être, en lançant ta lance, tu taperas l'aigle. Je sais plus comment ça se dit cette merde, mais peu importe. Et bon, en vrai, cette histoire, elle a aucun sens, elle est éclatée. Si tu vises la lune, tu vas jamais taper un aigle, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire, elle montre cette idée de même si tu essayes d'aller loin et que tu rates, en fait, ça va t'amener à un endroit qui n'était pas celui où tu étais au début. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression. Bref, voilà, c'est une idée que je voulais te partager, que j'avais en tête, qui me paraissait importante. J'espère que voilà, ça te motive, ça te paraît bien. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, si ça t'a motivé tout ça, et tu as envie de te dire, ok, moi je suis chaud pour la 3D, sache que tu peux commencer dès maintenant gratuitement sur teach.motion-live.com. teach.motion-live.com. On fait une petite formation gratos sur la page d'accueil.
Voilà, 7 jours de cours, je te forme aux bases, c'est gratuit, une vidéo par jour, c'est vraiment pas long, ça se fait tranquillement, tu peux faire ça le soir de 18 à 18h30 posé, et c'est ton premier pas pour sortir, tu vois, commencer à influencer ton environnement extérieur et rendre ton avenir que tu as en tête un petit peu plus probable. C'est peut-être une bonne idée. Si tu penses que c'est une bonne idée, voilà, ça se passe sur teach.motion, live.com et tu vas là-dessus. Sinon, moi, je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir tenu jusqu'au bout pour ce podcast. C'était très intéressant. J'espère que ça t'a plu autant que moi, que ça m'a plu de l'enregistrer. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao.